septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'information, l'actualité en débat qui reçoit chaque mardi et jeudi des journalistes et des analystes pour parler de l'actualité sociopolitique de notre pays et hors de nos frontières. Eh bien, nous sommes encore là aujourd'hui, ce mardi, pour 55 minutes d'émission. Je suis avec Koutsei Yao, le directeur du site d'information afriqueenligne.info et l'analyste politique Gaston Kolani. Monsieur Kolani, bonjour. Bonjour, ma soeur Anita. Comment vous allez? Je me porte très bien. Je salue votre confrère Lucien. J'ai eu la chance de partager le plateau avec lui sur cette chaîne. Absolument. Et il y a longtemps. Oui. Aujourd'hui, je le retrouve ici. Avec plaisir. Donc, je salue aussi. Donc, à la fin, vous payez, quoi. Donc, je salue les auditeurs, auditrices, ceux qui vont nous suivre, les téléspectateurs plutôt, et qui vont nous suivre depuis que ce qui sortira de nos bouches soit constructif pour notre pays. Merci. Merci. Koutsei, bonjour. Bonjour Anita. Et la rédaction de Africa Elle se porte à merveille. Alors, vous avez tellement dénoncé cette voie-là aujourd'hui. Est-ce que vous allez encore apprécier cette voie? Parce que c'est ici même que vous avez dénoncé. Dénoncé, Vous avez tellement non, dénoncé. écoutez, je suis heureux de constater que depuis le 8 août dernier, la voie est donc livrée à la circulation, même s'il reste encore des couacs à faire. Parce qu'il faut mettre les lampadaires. Surtout les feux tricolores. Les feux tricolores et les dos d'âne aussi, tout ça, ça marche. Néanmoins, on n'a plus de soucis à faire le parcours du domicile au lieu de travail. Maintenant, c'est un peu cool. On est beaucoup plus apaisé. Pour ceux-là qui nous suivent, je parlais de la voie douane, douane Segbe. Voilà. Donc, déjà, les premiers accidents ont déjà commencé. Eh bien, c'est le lieu donc d'appeler les autorités à s'activer au fait de mettre rapidement les feux tricolores et puis les dos d'âne aussi. Bientôt la rentrée, on ignore ce qui va se passer en termes d'accident. Donc il est maintenant temps de mettre l'acte de relatation pour pouvoir réagir au plus vite, à mettre surtout les dos d'âne à l'approche des écoles. Il y a des élèves du maternel, du premier, etc., qui ne maîtrisent pas la manière de traverser la voie. Et aussi, il faut appeler également les conducteurs à la prudence. Laissons passer les élèves. Faisons-les nos priorités pour que, à l'approche des élèves, nous ralentissons normalement. Il y a peu de dire que nous sommes dans la priorité ou pas. Non. Est-ce qu'on peut parler de priorité? Parfois, les gens pensent que quand ils sont sur leur droite, ils ont libre de filer comme ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas appris le code de la route, etc. Donc la rentrée c'est le 19 prochain, donc je ne sais pas si je serai encore ici avant cette date, donc j'appelle les conducteurs que vous soyez disponible. avec plaisir. Maintenant c'est la prudence. On a une voie bien faite, même si elle n'est pas large, 9 mètres de largeur, c'est pas assez grande, mais cependant c'est mieux que ce qu'on nous a fait en 2010, qui n'a même pas duré 6 mois. Voilà, donc prenons-en soin, lampadaires, feux tricolores, dos d'âne, beaucoup de prudence et ça marche. Alors, lampadaire, beaucoup de prudence, ce qui nous emmène vers ce sujet bilan sécuritaire du premier semestre de l'année 2022. Le Togo a enregistré 347 morts sur 3818 accidents. Donc 73% de ces accidents sont causés par les engins à deux roues. À deux roues plutôt. Les causes, nous le savons tous, les deux ministres sont revenus là-dessus, c'est la mauvaise compréhension du code de la route, le mauvais comportement, l'imprudence et de certains usagers, l'excès de vitesse. Monsieur Kolani, dites-nous, doit-on insérer désormais le code de la route dans le programme des apprenants? Parce qu'à chaque fois qu'on sort pour le bilan sécuritaire avec les accidents, on pointe du doigt la non-maîtrise du code de la route et autres. Vous savez, d'abord je remercie votre collègue. Peut-être qu'il est novice dans tout ce qu'il a dit, parce que je suis du domaine, je suis un entrepreneur et j'ai fait le génie. Donc pour faire des routes, on met toutes les dispositions possibles. D'abord me servir les citoyens, on met toutes les dispositions possibles pour éviter que les accidents arrivent. Et quand vous êtes dans un État, l'État a le devoir, pour ne pas dire les gouvernants ont le devoir
d'instaurer la discipline aux concitoyens. Mais quand il n'y a pas ça dans un pays, vous avez les dégâts devant. La discipline, comment vous savez, chacun se lève, oui, prend sa moto, prend son véhicule. Ouais, la discipline, même dans la rue, qu'est-ce que j'appelle pas discipline? Quand vous avez des gouvernants qui ne sont pas sérieux dans leur comportement. Ça aussi, c'est la faute. Mais ça fait partie. Le citoyen, c'est quoi? Il cherche le modèle. Il cherche un modèle. Et quand il voit ce modèle qui se comporte bien, il y a de la discipline, il sait qu'il y a de l'ordre, il sait qu'il y a de la punition. Quand il va voter. Dans les excès de vitesse, ce sont les autorités. Ma soeur, je suis en train de te dire ce que l'autorité doit faire. Chaque fois que l'autorité passe les 2 ministres là pour nous faire le bilan, il n'y a pas besoin de ce bilan. Et qu'est-ce qu'on en fait pour pallier à ça? D'abord, les voies des voies là, c'est mal fait. Mon frère vient de parler des dos d'âne là. On appelle ça les ralentisseurs. Allez-y voir au Togo ici, là, où on a mis les ralentisseurs? Devant les maisons des autorités. Ce n'est pas devant les hôpitaux ni au niveau du marché. Ça, c'est notre domaine. C'est ça la République, ma soeur. C'est ça la République. Vous sortez, vous faites un bilan. Les routes sont mal faites. Au lieu de parler la manière. C'est pourquoi je dis, il faut un état de droit. Quand il y a accident, quand on vient, on fait un constat. Si c'est le mauvais état de la route, on convoque l'État. Mais ici, quand on vient, on regarde seulement les usagers, comment lui l'a sorti, il a fait ce. Non, des fois même l'état de la route nous amène à faire un accident. Donc ça aussi, il faut le dire. Il y a des normes pour les routes. Mais des fois, quand nous sortons, nous regardons, ça, nous, on est très gênés. Et quand on dénonce, les gens sont là, ils sont aussi des gouverneurs, viennent dénoncer, comme vous l'avez dit, le ministère est sorti avec son collègue, ils n'ont fait que dénoncer. Que les victimes, c'est les citoyens, ils filtrent, ils prennent de l'alcool. C'est dans ce pays qu'ils ont sorti l'alcotest. Et si ça fonctionne encore, ils ont fait du showbiz là, et du show sur les antennes. Ça, c'est la discipline, ça, d'un gouvernant. Ça ne continue plus. Vous savez, quand vous voulez gouverner, il faut gouverner là. C'est ça, quand vous voulez gouverner, il faut gouverner. Il ne faut pas attendre que, après vous parlez, vous appelez les journalistes, vous parlez, il y a eu tel nombre de morts, c'est les motos, même les motos, même les permis de conduire. Ça aussi, ça fait partie. Vous me posez la question, s'il faut mettre le coup, c'est important. C'est important. Même quand vous étiez un couple mail là, c'est pourquoi je dis la morale et les trucs là sont partis de l'école aussi. Pourquoi c'est parti? C'est ceux qui nous gouvernent qui ont laissé passer. Nous, quand on était petits, les enseignants nous faisaient sortir au bord de la route. Voici là où tu dois traverser la voie. Voici ça le fait toujours. Mais ça se fait toujours. Vous me posez la question s'il faut l'instaurer. Ça ne se fait pas. Les enfants sont à l'école. Ils n'ont pas. Non, quand vous voyez dans certains établissements. Il faut l'imposer. C'est pourquoi je dis. Ouais, il faut l'imposer comme chose là. Même ça doit faire partie des épreuves civiques et morales. Ça, il faut le ramener. Moi, je parle du code de la route. Surtout nous apprenons quand nous allons dans les écoles de... Non, on ne peut pas apprendre ça à tout le monde. On peut... Non, il faut montrer la voie, le code de la route, il faut montrer. On dit la non-maîtrise du code de... Mais quand il donne la non-maîtrise, quand tu es petit, on t'enseigne comment couper la voie. Quand on met tel panneau là, ce que ça veut dire. Plus tard, si tu grandis et tu veux prendre ta moto, bien tu veux prendre ton permis, c'est que tu avais des notions du B.A.B.A. de la route. Même les vieux, il faut les enseigner. Quand ils ont ce B.A.B.A., ils sauront qu'à tel niveau, même s'il est dans le véhicule avec un chauffeur qui conduit mal, la vieille le citoyen qui n'a même pas mis pied et qui a été enseigné dira au chauffeur non, ça là, ça ne va pas. Même le fichage. Est-ce qu'il va vous écouter? Mais quand il ne t'écoute pas, moi j'ai entendu quelqu'un dire est-ce que c'est le gouvernement qui m'a acheté le véhicule? Ben c'est ça, c'est sur votre plateau ici que j'ai dit un véhicule a fait accident, les femmes qui ont quitté Vaughan là. Il y avait combien de personnes qui sont mortes? Au lieu de 16 personnes, 18 personnes viennent comme ils étaient vers 8. Cela dit après sur charge. S'il a bien refusé de rentrer, ou bien si trop bien refusé de rentrer, le véhicule n'a qu'à rester. Ça aussi, il faut l'imposer, il faut se faire violence là. C'est le mot gratuit là, c'est quoi? C'est quoi? Et quand ces véhicules passent, les gendarmes sont là, ils regardent que c'est surcharge, mais le fait qu'on leur donne de l'argent, ils se taisent. Un véhicule qui quitte Vaughan, sur RN1, et qui arrive jusqu'à moitié ou bien où là? Mais il faut chercher tous ceux qui étaient sur la voie. Il faut chercher tous ces policiers, gendarmes qui étaient sur la voie. Et on les sanctionne devant tout le monde. Là, l'autorité revient. Tous ces agents qui restent sur la route, ils font de la pagaille, et les citoyens seront que, ah, cette fois-ci, on est bien géré. Et qu'on les dise, quand vous venez là, le taxi, c'est 5 personnes. Quand tu vois que vous êtes déjà 5, il te dit de ne rentre pas. Mais ça, là, c'est des trucs qu'il faut enseigner. Même les journalistes, on vous dit merci. Il y a des choses qui se disent parfois qu'on ne peut pas montrer à l'antenne. Quand vous allez pour certains reportages, vous discutez avec eux, ils vous disent
que c'est 5 places. Au lieu de payer 1000 francs, la personne te dit qu'elle a 500. Donc tu es obligé de prendre 6 ou 7 personnes pour pouvoir combler le... C'est ce débrouillardisme-là, système D, là, autoroute, là, qui pose problème. C'est le débrouillardisme. C'est carrément le système D. C'est le système D. Puisque le chauffeur, il a payé le carburant à tel prix. Il voit la distance. C'est le système, pardon, j'ai que 500 francs au lieu de 700 francs. Mais en tant qu'Africain, notre fraternité, notre amour, on dit ça ne fait rien. Mais quand il y a des gars maintenant, c'est perte de vue humaine. Alors, écoute, M. Kolani l'a dit tout à l'heure, il faut apprendre aux citoyens ou bien à tout le monde comment traverser la voie et autres. Là. Nous savons tous, quand nous étions tout petits, qu'il faut traverser par le passage côté. Normalement, on nous disait que quand vous traversez par le passage côté, le véhicule qui arrive doit ralentir. Absolument. Mais quand vous passez par le passage côté aujourd'hui et que vous ne pourrez pas, on risque de vous renverser. Non? Oui. Celui-là qui veut renverser l'autre, est-ce que lui n'a pas appris ça à l'école? Ou bien, bon, je m'en fous. C'est une question de conscience sur nos routes. On dit souvent que même la priorité n'est pas un droit. Nous sommes d'accord. Donc nous devons être conscients. Et puis, quand il vient de dire quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, il dit on peut également porter plainte contre l'État. C'est que nous ne faisons pas ici. Si l'État est fautif, portons plainte. Prenons l'audace de porter plainte contre l'État quand l'État est fautif. C'est l'État du droit, un État digne obéit à des règles juridiques que nous sommes imposées. Merci. Maintenant, si les citoyens refusent d'utiliser les instruments qu'ils ont, c'est-à-dire que le droit de porter plainte, c'est-à-dire devant les tribunaux, nous serons là à mourir, à nous plaindre tout le temps. Mais si l'État devrait, par exemple, j'ai souvent cité le carrefour de DVA, il n'y a pas de feu tricolore. Depuis longtemps, j'ai écrit beaucoup d'articles. Lors des émissions, ils n'ont jamais mis du feu tricolore. Il y a beaucoup de carrefours là, DVA, c'est une zone fortement peuplée. Tous les jours, il y a des accidents à ce niveau. J'en ai dénoncé, j'ai beaucoup écrit sur ça, mais personne ne s'en soucie. Au niveau du Gredal Magoutigom aussi. C'est aussi un carrefour vraiment très, très fréquenté. Chaque matin, j'ai souvent vu des accidents mortels là-bas. J'ai parlé, mais personne ne nous écoute, on a comme l'impression. Donc on peut finalement, si on le souhaite, porter plainte contre l'État n'est pas au-dessus de la population. Donc on peut également amener l'État devant les tribunaux. Et l'État se respecte, les citoyens se respectent, c'est ça l'État du droit. Alors maintenant, revenons à ma question. Oui. Ceux-là qui, malgré que les gens traversent au niveau du passage côté, font sur eux, ceux-là. Oui. C'est quoi leur problème? C'est la non-maîtrise du code de la route ou bien c'est du je m'en foutisme, comme on le dit souvent. Vous savez je te ramassais, oui, c'est ça. Vous savez que sur nos routes, je m'excuse, nous sommes dictés par des comportements autocratiques qui nous sont imposés par la dictature. Il y a des gens, parce qu'ils connaissent quelques officiers, ils se donnent toutes les libertés sur les routes. Moi, une fois, bien sûr. Quand il y aura accident cela m'est arrivé. Non, attendez que je finisse ma question. Oui. Quand il y aura accident, que Dieu nous en préserve, et que vous perdez votre vie, l'officier viendra remplacer votre vie par la tienne. Par la sienne plutôt. Voilà. Ici, c'est... Je vous raconte une petite histoire. Moi, je roulais un jour. Il y avait un monsieur qui a ouvert son portière, en fait sa portière de façon brusque. Il m'a ramassé, je suis tombé. Un véhicule arrivait, il a dû ralentir. J'ai eu quelques écorchures. Dieu merci. Dieu merci. Et le monsieur sort. Il dit que c'est la maison des policiers. Il va appeler un de ses amis. Je dis, mais monsieur, je saigne. Vous ne regardez pas ça. Il me dit non, qu'il raconte qu'il connaît des gens, etc. Mais non, il fallait insister parce que ça c'était avant. Aujourd'hui, non, écoutez, vous savez ce qui se passe. Que ce truc soit toujours d'actualité. Mais c'est. Sinon, nous avons tous des relations ici au Togo. Bien sûr, mais les gens pensent que parce qu'ils connaissent des officiers, il faut amener cette personne devant les tribunaux. Oui, bien sûr. Cette personne n'aura pas raison. Mais écoutez, quand le policier vient, il va épauler naturellement. Vous êtes sûr? Je me rappelle de Etoki Semekonawe, paix à son âme. Le jour, il a beaucoup bu le jour là. C'est sur notre route, c'est que l'autre là. Il a complètement, non, il perd son âme. Bien sûr. Il a beaucoup bu, j'ai l'impression. Il a complètement déraillé. À l'époque, c'est une vieille temps d'Adéma. Il a déraillé
me cognait sur la mante. Il a cogné donc la mante et l'agent est complètement endommagé. Il est parti et après, je suis allé donc à la gendarmerie, etc. Il a voulu réparer, après tout, il m'a remis l'argent par après d'aller réparer. C'était arrêté comme ça. Ouais, déjà. Donc, chacun doit en principe être responsable quand il y a une moto sur un engin et considérer l'autre comme étant un être prioritaire. Les voituriers pensent que les motocyclistes sont des sous-hommes quand ils sont assis dans le véhicule. On peut les serrer, les bousculer comme bon le semble. C'est pas ça. Ouais. Rouler, c'est aussi respecter autrui. Il faut aussi dire que les gens ne respectent pas leur place dans la circulation. Oui, ça c'est clair. Vous savez, quand vous êtes un être humain et que vous commettez peut-être une maladresse et que quelqu'un vous insulte d'idiot ou bien quelqu'un dit non par exemple, c'est une insulte grossière qui touche à fond. Pour éviter tout ça, il faut être simplement correct sur la route. Il y a des gens qui sont des principaux responsables, mais ils se font insulter par des émigrants parce que justement, ils commettent des gaffes sur la route. C'est pas normal. Quand on vous insulte, on vous a complètement détruit, on a détruit votre dignité, on a détruit. Moi, quelqu'un m'a insulté, j'ai porté plainte contre cette personne aujourd'hui. Je suis reparqué, pour ça. Donc c'est pour dire quand même que, c'est pour dire quand même que, évitons de recevoir des insultes en étant correct tout simplement. Alors, et quand quelqu'un vous insulte, portez plainte, les insultes sont des délits qui sont punis par les lois républicaines. Alors, M. Kolani, à chaque fois que les ministres font des sorties par rapport au bilan sécuritaire, on dénonce l'excès de vitesse sur nos voies. Mais à chaque fois, on ne fait que dénoncer. Est-ce qu'on doit passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire sanctionner? Vous voyez quelqu'un qui file, par exemple, la nouvelle voie, là, il y a un nombre de kilomètres qui est écrit. Quelqu'un qui dépasse 50 km/h, c'est prévu, 50 km/h, je précise. On peut l'arrêter en même temps et mais quand il dit il faut parler des amendes. Ouais, c'est normal. Parce qu'à chaque fois, on fait ça et autres là. Vous savez, ça continue. C'est pourquoi je dis, on ne dénonce pas dans un état de droit. On agit quand on a le pouvoir. Et on met de la discipline, on met de l'ordre. Mais vous faites une voie, vous mettez les panneaux. Celui qui est sur son engin, c'est qu'il a un permis de conduire. Que ce soit la moto, c'est instauré ici. Puis sur les motos, même paient le péage. Mais quand quelqu'un faute là, montrez-le la loi. Et on le punit. Monsieur Coutier vient de dire quelque chose qui est très important. Les connaissances. Même quand il y a des accidents, je connais telle personne. Si tu ne sais pas faire. Vous portez l'affaire. Parce que c'est facile de dire dans la rue, je connais telle personne. Au finish, quand vous retrouvez devant les tribunaux, la personne en réalité ne connaît personne. Sinon, tout le monde au Togo a des relations. Ma soeur, quand je parle de mon pays, je ne veux pas plaindre de mon pays de droit. Même au niveau de la justice, là, moi je me plains même au niveau de notre justice. Il y a plusieurs personnes où il y a une justice au Togo ici, sont partis à la foule de la CDA pour avoir raison. Ça, c'est une honte pour la République. Vous savez ça? Si moi je suis chef d'État, c'est que ce juge-là, je le fais sauter. Parce qu'il est payé par l'argent du contribuable togolais. Et il porte son jugement au nom du peuple togolais. On a vu que ça aussi, non? Et si vous avez ça dans votre pays, là, vous devez vous inquiéter. Absolument. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Je te dis, dans ce pays, il a bien dit quelque chose aussi, que dans les rues, les gens insultent les uns les autres. C'est la frustration des gens. Les gens sont frustrés, ils sont mal gouvernés. Les journalistes dénoncent. Est-ce qu'on doit comparer ou bien on doit assimiler frustration et ma soeur, tu sais la frustration, là où ça amène quelqu'un. Quand il est frustré, il est là, injustement, on le code des choses. Tu sais à quel degré ça arrive? À quel niveau il peut sortir des mots sans se contrôler? Ça fait partie de la pédagogie et de la sociologie. Je demande au gouvernement, vous sortez les étudiants plein. Il y a l'université de Lomé là. Il y a des sociologues là. Appelez-les pour voir la mentalité des Togolais. Pourquoi il y a ce comportement? Pourquoi les gens filent malgré qu'il a vu le panneau? Pourquoi les gens prennent de l'alcool et ils prennent la moto et bien prennent son engin? On sait que bien l'alcool, et nous tous, nous savons bien que quand on prend l'alcool sur nos volants, on file comme si on était, je ne sais pas où. Mais l'alcool, c'est quelque chose qui est mauvais. Mais on laisse même devant les boîtes. Vous allez voir devant les boîtes de nuit ou bien devant les bars, les gens gardent les véhicules, ils sont en train de prendre paisiblement l'alcool, et c'est là où ils vont démarrer. Mais si nous nous mettons, en tant qu'État, en tant que gouverneur,
des dispositions pour ça. Et puis laisser... Devant cette situation, qu'est-ce que l'État peut faire? Mais l'État, c'est quoi? L'État a eu la chance de... Quand on bloque le véhicule, là... C'est pourquoi je dis, l'État, cette force-là, il vient de faire la décentralisation. Les maires, là, je ne sais pas ce qu'ils foutent ces messieurs-là. Ça aussi, c'est ça le problème. On a payé les 4x4 pour les remettre et ils se promènent comme si c'était des fonctionnaires. Ouais. Ils viennent au service à 7h, ils sont à midi. Ça, c'est un maire, ça. Un maire, c'est un mandat. Vous n'avez pas midi, vous n'avez pas midi. Chaque jour, vous devez vous occuper de votre communauté. Mais sinon, ce n'est pas ça. Les maires se comportent comme des fonctionnaires, ils ont leur salaire, même des fois, ils se comportent comme des chefs d'État. C'est ça aussi le problème que nous avons. Les maires, ils doivent avoir des initiatives. Tout ce que nous sommes en train de dire, la voix là, il n'y a pas. Il vient de dire que aussi quelque chose. Des initiatives dans les marchés, vous avez vu avec. Non, laisse les marchés, ils cherchent de l'argent, on ne cherche pas l'argent comme ça. Vous avez vu la situation au niveau du marché Agassier dans la commune du Gauche? Ouais, d'abord au niveau d'Agassier, comme vous venez de le dire. J'ai dit ça, c'est un marché, ça. Quand on a commencé, ça, c'est un marché, ça, en pleine ville. Et le jour de son inauguration, on a mis la photo que le chef de l'État vient, même les ralentisseurs. Mais je reviens, c'est toi qui as donné cette parenthèse. Ça peut vous dire que... Non, c'est cet exemple, ça, mais puisque j'habite à Oued moi-même. Hein? C'est pour vous dire qu'il faut que l'autorité revienne. Nous avons besoin de l'autorité, aussi. Et que la population se retrouve dans ses dirigeants. Chaque fois, je le martèle. Si la population ne se retrouve pas dans ses dirigeants, vous pouvez mettre tous les règles possibles. Il y aura des gens, des frustrés comme moi, là. Ah, vous êtes frustrés? Très frustrés dans ce pays. Parce qu'on s'est donné des règles dans ce pays où les gens ne connaissent pas ces règles-là. Mais un état de droit, je ne l'ai pas. Pourquoi je décris chaque matin? Pourquoi je viens faire des débats ou bien je passe sur les antennes pour dénoncer, pour interpeller? Et puis des fois, on colle des choses sur le chef de l'État ou bien sur les ministres. Or, c'est ce petit directeur ou bien cet individu-là qui est payé par l'argent du contribuable seul à son niveau qui pose des actes. Ça aussi, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, les citoyens, il faut qu'on donne la chance. Et puis ça, il faut dire merci à vous, les journalistes, certains, pas tous, qui font vraiment un travail de communication et de formation à la population, pour qu'ils sachent que le pays les appartient, ils ne sont pas étrangers ici. Et que quand on te bloque ici, viens dire même aux journalistes, ou bien continue en haut, pour dire que non, ça là tu m'as triché. Mais quand on ne implique pas ça dans la tête des gens, et que certains prennent la photo du chef de l'État parce qu'il est serré la main, il colle ça dans son bureau, il dit je suis l'ami du personnel du chef de l'État, donc c'est l'habit de unir, parce que c'est unir qui est au pouvoir, il dit que nous, c'est nous là, c'est nous qui sommes au pouvoir, comme si unir là, mais c'est pas possible, il faut casser tous ces réseaux là, pour dire aux citoyens de Togolais que vous êtes comme ça. Et puis ça aussi, c'est pas fini, au niveau des opposants aussi. Les gens disent que nous on est opposants, on est de tel parti, tu te poses par rapport à quoi? On te dit d'être citoyen. Non, en fait, être citoyen. Être opposant, c'est une fonction. C'est pourquoi je dis qu'il faut sortir ça dans la tête des jeunes, des citoyens togolais pour qu'ils sachent qu'un citoyen, d'abord, avant de militer dans les partis, c'est ça l'état de droit. Si on n'a pas ça et on ne continue pas à jouer à cette comédie-là, opposition, parti au pouvoir. Mais ça revient surtout, à part les journalistes, ça revient surtout à vous, leaders d'opinion, parce que vous avez la chance d'être avec ces populations-là tout le temps. Tu vas constater que je suis sorti sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, la semaine passée, parce que le ministre de la Sécurité m'a reçu. J'ai fait un audio, je l'ai interpellé. Le général m'a reçu dans son bureau. À ma sortie, je fais l'audio pour le remercier. Je lui dis, mais ce monsieur est humble. Les gens ne commencent pas à me lécher. C'est un peu ça le topo. Les gens ne commencent pas à me lécher. Quand vous êtes opposant et qu'on vous voit avec un ministre ou bien quelqu'un qui est du parti au pouvoir là. Quand le ministre m'a appelé, vous perdez votre casquette de... Il voulait m'arrêter ou bien il voulait faire quoi? Est-ce que moi je savais quand il m'interpellait? Parce que moi je l'ai interpellé, j'ai dit des choses sur lesquelles, quand je suis rentré, je ne savais pas que ce monsieur devait se comporter comme ça. Maintenant, il s'est comporté, je me suis étonné, je sors, je le dis, les gens commencent même à me lancer que pourquoi je peux dire ça, je suis acheté par Uni, et puis sur les réseaux sociaux, c'est de n'importe quoi. Heureusement qu'on est ici, on ne contrôle pas la rade. C'est les gens de la DMK qui t'insultent, c'est les gens du PNP qui t'insultent, les gens de ANC qui t'insultent, plus tard c'est les gens du NI. Finalement, ce sont des militants que vous-même vous avez formés en quelque sorte. C'est pas nous, c'est vous les journalistes qui avez formé ça. Non, c'est le rôle des journalistes. Apparemment, les militants de ces partis politiques-là, surtout de l'opposition, c'est comme si vous ne devez pas discuter avec le pouvoir en face, mais vous devez toujours critiquer ce pouvoir-là, et quand vous ne le faites pas, vous n'êtes plus opposant. Est-ce que c'est ça Non, ce n'est même pas ça. C'est manquer de civilité. Vous savez, dans une société, jugeons les hommes
selon les acteurs qu'ils posent, qu'ils soient du pouvoir que de l'opposition. Moi, que vous voyez, je n'ai pas d'alignement politique. Vous avez intérêt. Oui. Vous êtes journaliste. Tout à fait. Cependant, je dénonce le parti au pouvoir, de même que l'opposition. Je m'en fous. Je peux rencontrer un officier, un général. Les gens ont plutôt peur de me rencontrer. Or, moi, je voudrais bien discuter avec eux, Vous aussi, vous prendre un faites peu. face à d'autres gens. Ah, mais non. Non. On a peur. Ah, mais non, c'est pas ça. Avant tout, nous sommes des citoyens. Agissons selon le droit. Donc, autour les opposants pensent que quand quelqu'un rencontre un membre du pouvoir, il est acheté. Non. Mais une fois, il y a presque 3 ans, j'ai rencontré Gérard Yac dans son bureau pour une affaire. Ouais, déjà, il était très sympathique. C'est quelqu'un d'ouvert. Hein. Ah, mais il est très ouvert. Et, oh, mais écoutez, c'est vrai. J'avais mon passeport qui était bloqué pendant des mois. J'étais pourtant très correct. Bon, ouais, c'est pas tout qu'il faut dire. Mais il faut quand même dire que c'est des gens, en fait, dans le privé, vous les voyez. Ce sont les réseaux sociaux qui interpellent les gens. Mais quand vous les rencontrez parfois, ils ne sont pas ce qu'ils sont en réalité. Donc, nous devons nous méfier de nous Au-delà de jeter. tout, ils sont des humains, ils ont besoin de des discuter humains, avec vous. avec la Seulement société. sur certains points, vous ne partagez pas les mêmes avis. C'est tout. Moi, quand quelqu'un... Alors, il revient donc à nos responsables de l'opposition, toujours, plutôt, de former les militants, à savoir que le parti au pouvoir, bien sûr. Être opposant, ce n'est pas être ennemi. Ah, mais non, du pouvoir, non. Il faut discuter pour apporter des solutions concrètes pour l'évolution du pays. Eh bien, nous allons marquer une petite pause et revenir pour entamer le second sujet avec l'augmentation des fournitures scolaires avec la rentrée. Il a annoncé tout à l'heure. On le sait depuis quelques jours, sauf s'il y a un changement de dernière minute. Le 19 septembre prochain, les élèves vont prendre les chemins de l'école. Eh bien, les prix des cahiers ou autres connaissent une hausse pas possible. Si la régie le permet, Frédéric, c'est bon. Ok, on va marquer la pause histoire de dire, de faire un coucou à nos annonceurs et revenir. Sous le haut patronage de son Excellence, Madame le Premier ministre, le gouvernement togolais, à travers la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, met progressivement en place une plateforme automatisée des postes de péage pour un franchissement plus fluide et un fonctionnement plus efficace. En plus du paiement classique en espèces, l'automatisation offre 2 nouveaux modes aux usagers. Le paiement par carte ou par vignette, avec une possibilité de rechargement par mobile money. Par exemple, pour un paiement par carte, posez la carte sur le lecteur de la borne. La borne émet un signal sonore. Retirez la carte. Prenez le reçu, puis partez. Pour emprunter un couloir automatisé, il faut d'abord faire un abonnement, soit à la direction de la SAFER à Carcavelli à Lomé ou par canal numérique sur le www.safer.tg, soit dans l'un des 8 bureaux de la Société des Postes du Togo et obtenir une carte ou une vignette. La SAFER au service des usagers de la route. Retour donc en studio avec la rentrée scolaire et l'augmentation des prix des fournitures scolaires. Alors, je reste avec vous. Qui doit normalement fixer les prix des cahiers surtout? C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Il y a ce que nous appelons en économie le prix économiquement juste auquel on doit vendre certains produits. Et c'est fixé par qui? L'État contrôle les prix sur le terrain. Alors, si un prix dépasse la norme, l'État sanctionne. Mais on se rend compte que l'État ne sanctionne pas. Lui-même crée des inflations anachroniques. Parce que si vous augmentez par exemple, le prix par exemple, du carburant ou du gaz, vous êtes astreint à aligner les salaires au taux de l'inflation. On ne le fait pas. Alors, on crée l'inflation de façon unilatérale et on refuse maintenant aux gens d'aligner leurs prix finaux au taux de l'inflation. Ce n'est pas possible. Donc l'État a intérêt aujourd'hui à déflationner certains coûts d'abord et revenir maintenant au contrôle strict des prix sur le terrain. Dans tous les cas en économie, il y a ce que nous appelons le prix psychologique, le prix auquel on doit normalement vendre un produit.
Alors, quand ça excède ce prix, l'État sanctionne, intervient. Mais ici, au Togo, l'État n'impose personne. C'est-à-dire que l'État n'amende pas un commerçant véreux qui augmente. Par rapport à ce que vous venez de dire, je ne suis pas en train de vous couper. Par rapport à ce que vous venez de dire, à chaque fois qu'il y a augmentation de tel prix de produit, du prix de tel produit, on dit le ministère du Commerce a envoyé une délégation pour contrôler. Mais après une semaine, 2 semaines, on ne va pas de délégation. Ça veut dire que l'État, ça continue. L'État même est fautif. Excusez-moi, l'État est fautif. Parce qu'en France ou ailleurs, il y a même un centime. Oui, les gens, il y a même un centime. Et l'inflation est maîtrisée par les gouvernements. Parce que du niveau des prix dépend dans le pouvoir d'achat des ménages. Nous sommes d'accord. Parce que si les prix montent et que le pouvoir d'achat est faible, donc il y a des réactions sociales. Des mouvements naissent au sein de la société. Les syndicalistes se plaignent, les économistes montent au créneau, les journalistes aussi dénoncent, etc. Et l'État est obligé de revenir à la normale. Ou bien, si vous voulez créer une inflation, soyez prêts à aligner les salaires. Vous ne pouvez pas garder le SMIC à 35 000 francs et vendre le carburant au-delà de 500. Ce qui veut dire que le SMICard ne peut pas rouler une moto. Il ne peut pas avoir la télévision chez lui. Non plus pas sur quand il tombe malade. Il a toujours dit que le SMIC est fonction de ce que nous appelons en économie les postes de dépenses. Un pays sérieux fait quoi? Va recenser tous les produits qui demandent des dépenses. Piscine, climatiseur. Oui, c'est ça. On allie tout ça maintenant. Riz, huile, tout. Maintenant, on prend maintenant. Bien sûr, c'est un pot de dépenses, bien sûr. Voilà. Moi, je ne suis pas climé chez moi. Vos enfants vont à la piscine combien de fois par an? Nul, voilà. Ils ne vont même pas. Moi, mais je ne m'y rends pas parce que nos moyens sont très limités. Mais il y a des gens il y a des gens qui mangent au restaurant. Voyez-vous. Maintenant, l'État prend un dernier citoyen. Après qu'il ait déjà aligné les pots de dépenses, il y en a 400 en France. L'État prend un dernier citoyen. Il dit, bon, alors, de quoi a-t-il besoin pour vivre? L'eau, le téléphone, on filtre tout ça, le loyer, tout, on voit à peu près le coût auquel on doit mettre le SMIC. Le SMIC répond à des normes économiques précises. Si on doit faire ça, là, tout oui. ce que vous dites, peut-être que le SMIC irait à 200 000. Non, même pas. Déjà à 80, même à 90 000 francs, le SMICard peut bien vivre. Si les coûts sont normalement, si les coûts sont dans des états normaux. Nous sommes d'accord. Maintenant, vous mettez le SMIC à 35 000 francs, vous mettez le gaz à 5 000 francs, le carburant à 700 francs, le riz et vous dites que quoi? Non, écoutez. Dans tout ça, vous n'avez pas appelé le maïs. Alors que c'est le maïs est déjà pratiquement 800, etc. Je pense qu'un État sérieux est un État économiquement correct. Donc ici, je suis désolé de dire, j'ai comme l'impression que nous n'avons pas des économistes dans le gouvernement qui comprennent le sens réel de l'inflation. Parce que quand vous ne pouvez pas créer l'inflation sans aligner les salaires. Et même quand on parle des mesures d'accompagnement, ces mesures sont insensibles par rapport à la marge. Nous sommes des consommateurs finaux. Apparemment, ces mesures ne sont pas ressenties par le peuple. C'est ça. Donc nous, moi je suis un consommateur final. Je paie toujours plus cher le lait. Je paie toujours plus cher l'huile, tout ça. Donc je ressens toujours la vie chère. Alors, M. Kolani, même question pour vous. Est-ce que c'est l'État qui doit fixer le prix des fournitures? Parce qu'on sait que c'est l'État qui fixe le prix. Votre frère est en train de me dire qu'en France, la France, oui, c'est ses réalités. Nous aussi, nous avons nos réalités. Il n'y a pas de piscine, c'est chez les Français. Nous, on parle de la pâte. Tu comprends? Et le piment, c'est tout. Et de vie, là. C'est nos réalités, ça. Maintenant, quand les choses augmentent, comme il le dit, le gaz est consommé, qu'est-ce que ça nous amène? C'est que ce peuple togolais-là est abandonné. Le peuple togolais est abandonné. C'est pourquoi moi, chaque matin que le Seigneur me réveille, je passe par tous les moyens pour qu'on puisse éveiller ce peuple-là, de prendre ses responsabilités. Les syndicalistes, ça n'existe pas. Centrale là, rien. La base, rien. Mais c'est ça, société civile, le peuple est abandonné. Puis quand tu vois ça, tous ceux qui ont créé ces machins-là, c'est leurs intérêts.
Mais l'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Mais les gens se lèvent ce matin. Quand tu sors au Togo, ici, là, à Lomé, ici, là, tu vas voir les grands immeubles et tu verras ceux qui sont en bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une couche moyenne. Il n'y en a pas. C'est dans un pays où il y a la corruption, le vol, la tricherie, l'injustice. Quand vous voyez ça dans un pays là, vous savez qu'il y a tout. Dans tous les Je te quartiers, il y a dis, ces immeubles. c'est pourquoi je te dis, la majorité des Togolais souffrent. Le chef de l'État même il a reconnu ça. Il a reconnu que la majorité des Togolais souffrent. Maintenant, quels sont ces gens-là qui vont permettre que les Togolais puissent bien se retrouver? C'est ces sociétés civiles, c'est ces syndicalistes qui, dans leur comportement, peuvent éveiller les gouvernants pour dire qu'ici, là, vous faites faux. Voici comment vous allez vous comporter pour que les gens soient plus à l'aise. Le SMIC est là 35 000, comme l'a dit votre confrère, personne ne dit rien. On augmente le carburant, on ne dit rien. Les gaz, on ne dit rien. Et la vie continue. La rentrée est là. Les cahiers que moi j'ai payés à 2000 francs, la fois passée je les ai payés à 2300. Mais nous on va payer. Jusqu'à un niveau donné. Mais d'autres ne peuvent pas payer, ils vont abandonner. Et quand ils abandonnent, qu'est-ce qui va se passer? Les filles, la prostitution. Les garçons sont devenus des voleurs. J'ai dit ça au ministre hier. Je lui ai dit à 21 ans, il n'a qu'à regarder la TVT. Il verra des jeunes, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui sont des voleurs, des receleurs. Cela est dû à quoi? À ceux qui nous gouvernent. Ils ne se soucient pas de cette jeunesse-là. Mais on ne vous force pas d'être gouvernant. Le bizarre, c'est qu'eux tous, ils sont payés par cet argent des contribuables. Mais ils ne rendent pas service. Vous venez de nous dire ce matin, la vie est chère. Oui, la vie est chère, tout le monde le constate. Est-ce que le chef de l'État, François Mina, il a une fois payé le loyer? Il connaît, il connaît la facture de l'eau, il connaît la facture de l'électricité, mais il nous dirige. Ceux qui l'entourent, eux, ils ont vécu le pire que moi, hein, mais ils ne le disent pas la vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est abandonné. Et quand nous, on le dit, on n'est pas content avec toi, tu gères mal, voici les propositions, mais on ne nous écoute pas. Et ça continue. Mais je les ai prévenus. Est-ce que les propositions dont vous parlez là, vous avez eu à faire ça face à face au chef de l'État? Mais je n'ai pas rencontré, je cherche à le rencontrer. C'est pourquoi je dis pas aller délivrer ce monsieur. Ce monsieur. Les réseaux sociaux. Mais comment si les réseaux sociaux, sur les antennes, il a demandé qu'on l'interpelle? Il a son entourage. Pourquoi le ministre m'a appelé? Parce qu'il a été interpellé. Que ce soit sur les radios comme sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il a suivi sur les réseaux sociaux, on a envoyé un de mes audios qui faisait 12 minutes. C'est ça qu'il a écouté. Et je lui demande même de faire des efforts pour que je puisse voir le chef de l'État. Il dit ah non, à son niveau, il est sûrement que le chef de l'État aussi écoute. Je dis mais je prenais les dispositions quand même pour le voir, parce qu'il ne sert à rien. Le chef de l'État est payé par l'agent du contribuable togolais. Il doit me servir. Il doit me servir. Oui. C'est son job. Je ne l'ai pas forcé. Si je l'interpelle, c'est parce que il a. Hein? Mais moi, je suis citoyen. Je suis payé, il est payé par moi. Moi, c'est moi qui le paie. Et il ne peut pas me rendre compte. Et je l'interpelle, il est dans son bureau là-bas. Et puis, ce qui est bizarre, même, c'est le service de renseignement. Il ne sait pas leur rôle. Le chef de l'État, même le service de renseignement, ou nous, si je dis moi comme Poulani, qu'il intervient, qu'il parle, mais allez-y, le chef de l'État, qu'il y a un citoyen togolais qui vous indexe. Peut-être que ça se dit, vous ne savez pas. Mais si ça se dit, pourquoi il ne va pas me chercher pour qu'on puisse donner des solutions? Mais s'il ne m'écoute pas, il n'a qu'à mettre des solutions pour que je sache qu'il m'a écouté. Peut-être qu'ils sont en train de penser, moi je dis juste peut-être. Mais je sais pourquoi tu vois que je l'écoute. À la lueur où vont les choses, écoutez, certains de nos enfants risquent d'abandonner les études cette année. Malheureusement, je le contre oui. Parce que quand le pouvoir d'achat des ménages est faible et que les prix ont flambé jusqu'à un niveau, alors une catégorie de population sera pratiquement exclue du jeu. Alors, beaucoup d'enfants ne répondront pas. Même s'ils répondent, beaucoup vont abandonner au cours de scolarité. Parce que prenons un foyer où le papa gagne 35 000. Ah, il ne peut pas envoyer son enfant à l'école. Actuellement, logiquement parlant, il doit payer il peut pas, les syndicats ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école cette rentrée. Je vous assure. Quand le gaz est déjà à 5 000 francs et que le carburant est à 700, c'est qu'à l'échelle nationale, il y a une inflation générale. Mais il faut rappeler que alors, quand il y a l'inflation générale, attends, ah mais non, c'est pas ça. Vous savez, quand on parle d'inflation, dès que je prends
un moyen de déplacement en voiture, moto ou autre, et que je paie plus cher, je reflète sur le coût. Donc on parle de spirale inflationniste dans ce cas-là. Donc il y a donc l'inflation générale sur tous les prix. Même au niveau des mécaniciens, ce que vous payez avant 500, vous dites 1000 francs, 1200, 800, etc. L'air est passé de 100 francs, 200 ou voilà. 50 francs, 200. Ce n'est pas sérieux tout ça. Même qui, vous avez crevaison, c'était 300, maintenant c'est 500. Mais c'est pas sérieux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même au niveau de la coiffure, c'était, maintenant il parle même de 1000 francs la coiffure. C'est scandaleux. Alors, quand il y a des hausses de façon exponentielle, l'État, normalement, sévit. Malheureusement, l'État est acteur d'inflation. Ce n'est pas parce que la Russie refuse de servir la France en matière de gaz que nous allons rehausser le coût du gaz. Ce n'est pas aussi parce que le coût à l'échelle internationale du baril de pétrole a augmenté que nous allons forcément augmenter. Nous avons le Nigeria à côté, qui est un pays africain qui produit du pétrole. Le Ghana aussi produit. Nous avons des véhicules citernes. Le pétrole coûte cher dans ces pays-là. Mais écoutez, on peut faire des arrangements avec ces pays-là, avec nos camions citernes, prendre pour venir traiter et alimenter notre économie. La Libye produit énormément de pétrole. Les Américains, c'est en Libye qu'ils s'approvionnent en matière de pétrole. Le pétrole libyen appartient à la Libye. Depuis la guerre de l'OTAN, depuis que l'OTAN est allé assassiner donc Kadhafi pour s'est rendu à la Libye, donc l'OTAN a le droit maintenant d'exploiter le vous voyez un peu l'intérêt de ma question. Oui. Alors, rapidement. Oui, néanmoins, nous devons être conscients que dès lors que certains pays africains produisent donc du carburant, nous devons nous arranger avec ces pays-là pour pouvoir nous approvisionner par la voie terrestre s'il le faut. Donc, de dire qu'à l'échelle internationale, il y a donc une route, donc on va aligner, etc. C'est pas sérieux. Alors, M. Kolani, dites-moi, est-ce qu'avec tout ce qu'on traverse là, est-ce qu'on peut sortir un jour de cette situation de vie chère? Je parlais du retour à la normale. Est-ce qu'on peut se lever un jour et dire le prix du gaz est revenu à 3 000 et quelques, le carburant est à 500 et quelques? D'entrée de jeu, je vous ai dit que nous, on a utilisé 1 franc à l'époque. Nous avons bouffé 1 franc, nous avons bouffé 5 francs. Aujourd'hui, que les gens refusent. Les choses doivent s'augmenter, il n'y a pas de problème, on évolue. Mais ça doit d'être accompagné avec le pouvoir d'achat, comme l'a dit votre collègue. Moi, quand on dit le SMIC là, est à 35 000, je dis c'est à 70 000. Parce que quand tu as ta femme, et toi aussi l'homme, c'est que vous deux, vous gagnez 35 000. Vous comprenez? Mais ça ne donnera rien comme résultat. Il y a la direction, au Togo aussi, il y a la direction du prix de contrôle. Il y a de ces directions dans toutes les régions. Il y a des fonctionnaires qui sont payés pour ça, mais qui ne sortent pas, qui sont dans le bureau. C'est ça, leur travail, c'est d'aller voir pourquoi ça coûte ceci, ça coûte ceci. Et quand ça ne va pas, on t'interpelle, on te prend. Mais il ne fonctionne pas. Et c'est le ministre qui sort, les politiciens sur les radios pour dire qu'il faut diminuer le prix. Non, et la direction existe depuis fort longtemps pour fixer les prix. Le contrôle des prix, il doit sortir. Même quand il vient, la fois passée, c'était un journaliste qui me posait la question. Mais Kolani, il est parti payer ça cher, il doit le vendre. Je dis, il n'y a pas de problème. Je viens chez toi, tu as payé tel portable, tu vends le portable. Tu dis, ça fait 35 000. Oui, calculons, tu as payé ça à Dubaï, à Chine. Non? Tu le payes à combien? À 10 000 francs. Le transport, c'est ça, TVA, c'est ça. Pourquoi tu vas le vendre à 35 000? Mais les calculs, c'est pas parce que tu l'as payé à Dubaï, à l'extérieur, que tu viens donner le prix que tu veux. C'est le désordre. C'est pourquoi l'État a le devoir de contrôler tout ça. Mais quand je parle de l'État, ils sont les premiers à augmenter des prix des choses et pour justifier pas de la spéculation. Vous savez que le ciment était moins cher. Et au Conseil des ministres, c'était à l'époque son nom là, Eden Koto. On se retrouve au Conseil des ministres, le ministre de la Communication à l'époque vient et dit on a augmenté le prix du ciment à cause de la spéculation. Même chose pour le carburant. Ça, c'est censé. Un gouvernement peut nous dire ça. Donc, vos frontières sont poreuses et que ça sort comme ça veut. Et que vous affamez votre population parce qu'il y a spéculation. C'est raisonnable. Et que moi, Kolani, qui a mis pied à l'école, j'avale ça devant ma télé. Alors, dernier sujet pour clore cette émission. Frédéric, nous avons au moins 5 minutes. Alors, oui. Dieu merci. Nous allons parler de la relation Mali-Côte d'Ivoire, l'affaire des 49 soldats ivoiriens dits mercenaires en tâche depuis un bon moment
la relation entre ces deux pays. On a appris sur les médias internationaux que 3 de ces soldats ont été relâchés le week-end dernier. La médiation du chef de l'État togolais a porté ses fruits. Apporter ses fruits, mais bon, avec 3 libérations sur 49, je pense que c'est mieux que zéro. Oui, on pourrait dire que c'est mieux que zéro. Les discussions sont toujours en cours. Vous savez, lorsqu'on libère 3 à l'issue d'énormes tractations diplomatiques, c'est que le Mali n'est pas disposé à quand même libérer ses 46, oui, bon, ou 45, je ne sais pas, donc qui restent maintenant prisonniers donc, au Mali, parce qu'ils ont été jugés et condamnés déjà pour voilà, ce que vous savez. Mais ce que nous devons dire, c'est que le Mali aujourd'hui vit une situation difficile par rapport à la France. Je l'ai souvent dit que depuis le temps colonial, il était pratiquement interdit aux colons, aux colonisés comme nous sommes, de dire non. D'abord Gérard de Gaulle qui a conduit la colonisation en Afrique occidentale française pendant de nombreuses années. Et il y avait seulement Sékou Touré qui en 1958 avait dit non au Gérard de Gaulle. Mais aujourd'hui on voit encore le Mali qui tient la tête donc, à toute la France au point de faire donc, déguerpir les soldats français de son territoire. Donc le Mali mérite en réalité d'être soutenu par les autres États africains qui sont en lutte pour... Parce que la France ne s'est pas bien comportée depuis que nous sommes restés indépendants. Ce ne sont pas les soldats français qui sont avec nous. Je sais, mais ils sont venus de la Côte d'Ivoire pour faire quoi en réalité là-bas? Ils ont dit pour relayer quelques soldats onusiens dont on se trouve dans la base de fichiers des soldats, etc. Donc, pour le Mali, il a donc affaire à des mercenaires. Nous sommes d'accord. Alors, le mercenariat d'État, si cela existe, est puni en termes de droit. Aucun État n'a le droit de prendre des troupes pour aller déstabiliser un autre État. Donc, c'est pénal. Nous sommes d'accord. Donc, le Mali reste quand même a dans ses instruments juridiques et est en droit. Maintenant, quand on parle de négociation, je pense que, alors, ça suppose que l'autre enlève son chapeau, l'autre aussi enlève aussi le chien. Ils vont maintenant trouver des terrains d'entente. Maintenant, 3, je pense que c'est insignifiant par rapport au nombre. Mais ce qui compte maintenant, selon moi, en tant qu'Africain de souche, c'est de faire en sorte que les autres États aussi aient un regard doux envers le Mali qui est en souffrance, parce que justement, il veut se défaire d'une colonisation qui fait tort à nous tous. Déjà, avec ce qui s'est donc passé au Mali et la position aussi de la Russie, quand on a vu la dernière fois Macron en déplacement, mais il avait un jeu doux envers l'Afrique. Alors que précédemment, qu'est-ce qu'il avait dit quand il était au Burkina Faso? Qu'est-ce que Chirac a dit quand il était devant Yadema en 2003? Et qu'est-ce que Sarkozy a dit quand il était au Sénégal? Ce sont des insultes, quoi. Ils insultent à l'église africaine sans être inquiétés. Sarkozy dit que nous ne sommes pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Nous sommes encore à l'étape animalière. Chirac nous dit que nous ne sommes pas mis pour faire la démocratie en Afrique. Devant Gérard Yadema, qui à l'époque avait des prisonniers politiques, il y avait des saisies, il dit non, que nous ne sommes pas mis pour... Au lieu de sanctionner son ami, il va déjà... Et la dernière fois, c'était au Faso, quand Macron dit que vous prenez une femme africaine qui a 6-7 enfants, vous avez des milliards, ça ne donne rien, que nous sommes là pour produire des enfants. Alors, rapidement, mais aujourd'hui, la France a complètement changé de ton. Parce que justement, elle a trouvé la Russie sur son chemin. Voilà. Alors, M. Kolani, même question pour vous, la médiation du chef de l'État. La médiation du chef de l'État, une médiation, il faut toujours la saluer. Parce que quand il y a deux personnes qui se querellent, il faut la troisième personne pour mettre de l'eau. Mais ce qui se pose comme problème, le Mali vient d'où? Goïta a pris le pouvoir, pourquoi? À cause des mauvaises élections qui l'ont amené et la mauvaise gestion dans le pays. Mais c'est ce que nous vivons ici. Mais le chef de l'État laisse ses prisonniers politiques ici. Il va négocier là-bas pour qu'on libère les mercenaires. Des mercenaires. Je demande aussi à Simi Goïta de faire la médiation ici au Togo, là, pour que Forces Nanyasingbe aussi libère les prisonniers politiques, même s'il y en a ici, pour que les Togolais qui sont à l'extérieur, la cause de la politique, n'ont qu'à rentrer.
C'est ça l'apaisement. C'est ça l'apaisement, sinon nous le saluons. Je dis il est humain. Le chef de l'État, aujourd'hui, c'est son nom concret et nous sommes d'accord que nous sommes des Togolais, nous sommes patriotes, nous sommes derrière lui. Mais il ne faut pas aller parler des autres quand chez toi aussi, tu as des problèmes. C'est là où moi je suis, ça me gêne. Ou bien lui ne sait pas, le chef de l'État ne sait pas qu'il y a des gens dans les jeunes là, ou à cause de la politique. Il ne sait pas que les gens sont allés sérieux à cause de la politique. Mais non, non. C'est-à-dire, et même quand Goïté est arrivé, comme je le disais, ces élections passées là, qui s'est mal passé, où on a bourré les urnes, on a choisi des gens comme ils veulent là. C'est pas ce qui se passe aussi chez nous. Ils veulent aussi que les gens soient dans la rue, que le chaos arrive. Non. L'heure de la lumière du XXIe siècle, c'est l'heure où il faut se pardonner, le grand pardon. Mais de se réconcilier. Nul n'est parfait, que ce soit le pouvoir comme l'opposition, personne n'est parfait. Mais mettons de l'eau dans nos bains pour avancer. Ces prisonniers libérés, les gens étaient contents et on a parlé des raisons humanitaires. Vous voyez là où ils sont arrivés, malgré qu'on a jugé des gens pour raisons humanitaires, ils ont dépassé au-delà de la justice. Le Bénin le fait à côté, la Côte d'Ivoire le fait, le Burkina le fait, mais qu'est-ce qui empêche le Togo de ne pas le faire? Donc j'exhorte par votre plateau, le chef de l'État, de regarder aussi dans sa maison pour qu'on puisse balayer ensemble. Merci à vous, Colonel Gaston, merci à vous également. Merci Anita et à vous, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Après, l'émission sera postée sur nos différentes pages et également jeudi. Moi, je vous donne rendez-vous à partir de 10h pour notre numéro. À très bientôt. Ça fait...